Joe Biden, dans toute son arrogance de l'époque, balayait d'un revers de main les préoccupations russes en disant qu'en fait, la Russie n'avait aucun choix, en gros, de se soumettre à l'Occident et de se tourner vers l'Occident. Hmm. Et en fait, le problème, c'est que cette arrogance, cette mentalité de toute puissance, qui, à mon avis, délirante et dangereuse, eh bien, il y a énormément de dirigeants aux États-Unis qui la partagent. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Grand Entretien, une émission que vous êtes chaque semaine plus nombreux à suivre, ce qui nous encourage à toujours vous proposer des invités exceptionnels et des discussions aussi absolument passionnantes avec ces invités. En tout cas, c'est ce que vous nous dites. On lit beaucoup aussi vos commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous pensez des émissions. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes plus de 435 000 sur la chaîne YouTube d'Omerta. Donc c'est quelque chose qui nous encourage évidemment. Le nombre de personnes à nous rejoindre est encore plus et quelque chose pour nous de très satisfaisant. Au passage, n'oubliez pas non plus notre application que vous pouvez télécharger sur votre portable et qui vous donnera accès aux documentaires Omerta, également au making of qui raconte un petit peu comment on travaille sur le terrain. C'est absolument passionnant. Tout ça, c'est le contenu payant. Alors c'est 5 euros par mois et 2 euros pour les étudiants pour avoir accès à tous nos documentaires. Il y en a environ une cinquantaine depuis le début d'Omerta, c'est-à-dire depuis 2 ans et demi. On n'a pas chômé. Et donc, plusieurs choses. Également, le magazine que je signale au passage, qui est toujours en kiosque, le voilà. Trump et Poutine à l'assaut de l'Europe. Thématique ô combien d'actualité et qui me ramène évidemment à parler de cette fameuse guerre en Ukraine que nous avons beaucoup évoquée, que nous évoquons beaucoup sur Omerta depuis quelque temps. On s'est, vous avez pu le noter, intéressé aux origines du conflit, également à l'actualité et du front, mais beaucoup ces temps derniers aux origines du conflit. Et pour compléter cette analyse, je reçois aujourd'hui Maxime Chex. Bonjour Maxime. Bonjour Régis, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors, je vous présente, vous êtes un journaliste indépendant, essayiste et traducteur. Vous êtes spécialisé en questions stratégiques, en opérations clandestines. Vous vous intéressez aussi beaucoup à la politique étrangère des États-Unis et au djihadisme. Et je signale qu'en 2019, vous aviez publié un ouvrage remarquable qui portait d'ailleurs le même nom. C'est un peu la guerre de l'ombre en Syrie. Et là, maintenant, on est à la guerre de l'ombre en Ukraine. Alors, je montre votre livre, Les raisons cachées du conflit OTAN-Russie. Alors, on va parler de ça. Alors, Maxime, pour commencer, question très simple. L'argument de la guerre d'agression démarrée le 24 février 2022 par Vladimir Poutine, sans l'explication, sans retour à Maïdan et à 2014, cet argument-là, il est encore largement utilisé par nos politiques. J'entendais encore récemment Emmanuel Macron le mettre en avant, notamment lors d'une intervention qu'il avait faite sur l'Ukraine lors d'une visite à Mayotte. En vous penchant sur le conflit, comme vous l'avez fait à travers cet ouvrage, qu'avez-vous découvert de déterminant au départ pour contredire cette thèse? Est-ce que simplement en regardant les faits et en étudiant ce qui s'est passé autour de Maïdan, on comprend que les raisons du conflit sont bien plus profondes? Alors effectivement, alors à l'origine, moi je suis pas forcément, je suis plus davantage intéressé par le Moyen-Orient plutôt que l'Ukraine, mais évidemment en 2022, donc l'invasion russe à grande échelle est lancée, et tout de suite Joe Biden fait un discours en affirmant dès les premières phrases de ce discours que l'invasion russe était non provoquée. Et c'est un terme qui reviendra de façon récurrente, y compris le jour même dans un communiqué du G7, ainsi que dans la voix de différents journalistes et spécialistes en Occident et surtout aux États-Unis. C'est l'adjectif unprovoked
Et on se souvient d'ailleurs à l'époque, quand on regardait les chaînes de télé aux États-Unis, il y avait énormément de pundits, comme on les appelle, ce sont nos experts de plateau aujourd'hui, qui répétaient "It's not about NATO, it's not about NATO", c'est-à-dire la décision, enfin la problématique de l'OTAN n'a rien à voir avec la décision de Vladimir Poutine d'attaquer l'Ukraine. Et en fait, à travers cette expression unprovoked, la guerre non provoquée, euh, les puissances occidentales, les États-Unis en tête, tentent de faire peser l'intégralité de la responsabilité de ce conflit à Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, souvent de le faire démarrer à 2022, c'est-à-dire qu'on oublie toute la contextualisation. Chercher vraiment à m'y intéresser, puisque on ne peut se contenter d'expliquer la guerre en Ukraine actuelle en se contentant de dire eh bien, que Vladimir Poutine est un impérialiste nostalgique de l'URSS au point de vouloir intervenir non seulement dans les ex-républiques du RSS, mais également dans l'ensemble de l'Europe, comme un certain nombre d'analystes ou de politiciens le disent aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai voulu vraiment m'intéresser en profondeur au cheminement historique qui a conduit à l'invasion russe de 2022 et expliquer également, à la suite de cette invasion, comment les puissances occidentales, très vite, se sont lancées dans une véritable guerre par procuration contre la Russie, sans forcément l'assumer, en menant des campagnes de presse pour nier notre co-belligérance. Et je la documente avec des arguments, à mon avis, solides dans cet ouvrage. On va y revenir, on va revenir sur la question de Donald Trump, mais une petite question justement à propos de la façon dont le président américain a de parler de cette guerre. Lui, il dit souvent, il répète souvent que s'il avait été au pouvoir, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Ça veut dire que lui-même reconnaît qu'il y a une part de responsabilité de l'Occident et des États-Unis dans cette guerre. On peut faire beaucoup d'hypothèses et refaire l'histoire comme le fait Donald Trump. La réalité, c'est que Donald Trump, quand il était au pouvoir, on se rappelle que c'était dans le contexte du fameux Russiagate, dans lequel on accusait Donald Trump d'être un agent à la solde du Kremlin et on accusait les Russes d'interférence dans les élections états-uniennes. Euh, Trump, en fait, était sous pression, notamment parce qu'il y avait une procédure d'impeachment, et il a été, à mon avis, plus royaliste que le roi, c'est-à-dire plus belliciste que les néoconservateurs eux-mêmes lorsqu'il a décidé en 2018 déjà de fournir des missiles anti-chars Javelin de fabrication américaine à l'armée ukrainienne, d'une part, et d'autre part, il a nommé Mike Pompeo à la CIA et John Bolton comme conseiller à la sécurité nationale, et ce sont deux personnes qui sont très anti-russes et très proches des néoconservateurs, voire des néoconservateurs eux-mêmes, qui se sont précipités à Kiev pour affirmer que le soutien de la CIA en faveur des autorités post-Maïdan et des services secrets ukrainiens allait s'amplifier. Et ce que je montre dans mon livre, c'est qu'à partir du Maïdan et grâce au Maïdan, les services secrets ukrainiens, que ce soit les services intérieurs comme le SBU, alors ils ne mènent pas que des opérations à l'intérieur de l'Ukraine. Pas vu? On l'a vu récemment dans l'attaque de la triade nucléaire russe, une opération audacieuse sur laquelle on reviendra peut-être, hein. On va y revenir. Mais donc le SBU et le GUR, donc le renseignement militaire, les services spéciaux ukrainiens ont été complètement restructurés, financés, entraînés par la CIA et plus discrètement par le MI6. Mais en tout cas, on a un certain nombre d'informations qui ont été publiées d'ailleurs tardivement, à partir de l'automne 2023. On a eu une autre salle d'information via le New York Times en février 2024, où on s'est l'étendue de la profondeur des partenariats entre les services secrets états-uniens, enfin la CIA, et les services secrets ukrainiens. Et Mmh. à partir de là, moi j'ai pu, c'est à ce moment-là, je pense que j'ai vraiment décidé de terminer mon livre, puisque j'ai pu retracer, en particulier à partir du Maïdan, comment, grâce à cet événement, grâce au renversement par la force de Yanukovych, Mmh. les États-Unis ont imposé leurs propres hommes, notamment au sein des services secrets ukrainiens, et comment ça a conditionné Vladimir Poutine à décider à la fin 2021 d'attaquer l'Ukraine, puisqu'il était persuadé, il avait été persuadé par l'un de ses chefs des services secrets, que grâce au Maïdan justement, la CIA et le MI6 britannique contrôlaient totalement Kiev et faisaient de l'Ukraine un bastion stratégique, une sorte de bélier contre la Russie. Et les Russes ont cette obsession sécuritaire qui peut se comprendre, puisque
je veux dire, toute puissance, et on peut remonter jusqu'au XIIIe siècle avant Jésus-Christ et l'Égypte pharaonique contre l'Empire hittite, toute puissance peut mener des guerres avec des velléités de conquête, mais a souvent des intérêts sécuritaires, c'est-à-dire ce que moi j'appelle une sphère d'intérêt sécuritaire qu'on nie aujourd'hui à la Russie. On considère qu'il est positif d'étendre l'OTAN jusqu'à ses frontières, y compris en intégrant un ancien État neutre comme la Finlande. C'est extrêmement dangereux en fait, parce qu'il faut se souvenir quand même que pendant la guerre froide, il y avait une ceinture d'États tampons en Europe de l'Est, et les puissances doivent rester à l'écart, quoi qu'il arrive. Mais on peut remonter, il y a énormément de conflits dans l'histoire depuis l'Antiquité qui ont été dus au fait que des empires montaient en puissance contre d'autres empires et renversaient notamment des gouvernements, enfin des cités-États, notamment dans le cadre, j'en parlais de l'Égypte pharaonique, et du coup transformer ces zones en bastions hostiles. Et je veux dire, la doctrine Monroe de 1823, elle se base complètement sur cette logique. Les États-Unis refusaient que les Européens interviennent dans leur précaré américain au sens large, et la crise des missiles de Cuba est conditionnée par cette logique-là. C'est ce qu'on appelle la logique défensive-offensive. Mm. Et c'est moi, je m'inscris dans la pensée notamment de John Mearsheimer, qui est la pensée néo-réaliste, qui estime justement que les États sont des structures intrinsèquement paranoïaques qui considèrent que leurs rivaux sont susceptibles de mener des actions hostiles, notamment dans des pays dans l'environnement proche, hein, dans ce qu'on appelle les sphères d'influence. Et c'est dans l'un des objectifs clés des néoconservateurs, c'est de nier à la Russie et à la Chine la possibilité d'avoir une sphère d'influence, mais ce que je préfère appeler, moi, une sphère d'intérêt sécuritaire, c'est-à-dire de préférence des États neutres à leurs frontières. Alors, revenons un petit peu sur les raisons profondes du conflit. Vous écrivez que l'invasion, l'agression décidée par Vladimir Poutine en 2022 est certes totalement condamnable, mais est-ce que finalement vous n'avez pas l'impression, en détricotant les raisons du conflit en Ukraine, d'épouser la narration russe du conflit? En fait, moi, effectivement, je n'ai pas sauté de joie en février 2022 lorsque Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine à grande échelle, pas totalement, mais à grande échelle, puisqu'en fait, quand on déclenche une guerre, on ne sait jamais comment elle va se terminer. Et aujourd'hui, présentement, on est dans une phase d'incertitude absolue, notamment avec un risque, comme ça a été récemment révélé par David Ignatius dans le Washington Post, un risque d'entrer dans une phase de sale guerre. C'est les termes qu'il emploie, c'est-à-dire une succession d'actions extrêmement déstabilisatrices menées par les services spéciaux ukrainiens, potentiellement avec un appui occidental. Là, on vient quand même de frapper, côté ukrainien, on vient quand même de frapper jusqu'en Sibérie et dans d'autres bases, la composante aérienne de la triade nucléaire russe. Donc on est dans une situation qui peut être extrêmement dangereuse. Et je ne vois pas en Occident beaucoup de journalistes ou beaucoup de politiciens s'en soucier. Au contraire, cette opération a été accueillie avec joie, limite, hein. On peut même dire oui, avec une grande satisfaction. Alors que je pense pas qu'elle va changer beaucoup le rapport de force sur le terrain, qui est en défaveur des Ukrainiens, en tout cas dans le Donbass. Mais la question, en fait, moi, mon but n'est pas de justifier l'agression russe. Quand je parle d'agression, au regard du droit international, il y a un conflit juridique et je pense qu'on serait en désaccord avec Jacques Beau, parce qu'il en parle beaucoup. Jacques Beau estime que les Russes sont intervenus en 2022 au nom de la responsabilité de protéger. Or, la responsabilité de protéger elle doit être avalisée, pardon, par le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui n'a pas été le cas. Donc, en fait, lorsqu'un État envahit un autre, quelles que soient les justifications, c'est une agression au même titre que l'attaque de la Yougoslavie, de la Serbie en 1999 dans le cadre de la guerre du Kosovo, qui est une agression. Pour moi, le mot agression, c'est une qualification juridique et c'est pas un gros mot, en fait. Mm. Mais ce que j'essaie d'expliquer à mes concitoyens, parce qu'il y a une telle polarisation du débat public qu'il est quand même extrêmement difficile de tenter de comprendre les raisons de ce conflit sans être traité de pro-Poutine ou pro, bon, c'est que parfois les Russes utilisent la propagande, donc le mensonge, et même souvent comme les Occidentaux, au même titre que les Occidentaux. Mais parfois les Russes énoncent des vérités factuelles. Et si Vladimir Poutine dit par exemple que le ciel est bleu, que je constate que le ciel est bleu, je vais pas dire qu'il est gris parce que ça va dans le sens du narratif de l'OTAN. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la vérité historique et en fait, c'est de comprendre les mécanismes historiques qui nous ont amenés à cette catastrophe pour éviter qu'elle se reproduise autre part. C'est ça l'étude de l'histoire, elle doit servir avant tout à cela. C'est-à-dire que si on considère que les Russes sont le mal incarné,
que Poutine est un nouvel Hitler et qu'il faut impérativement aider militairement l'Ukraine pour qu'il combatte jusqu'au dernier Ukrainien. Mhm. Régis, vous aviez pardon, cité, je crois que c'était Lindsey Graham, le sénateur Oui, américain qui avait. oui, j'en avais fait le titre d'un livre. Oui. Voilà, Ouais. c'est le titre ou le C'était sous-titre? le titre jusqu'au dernier Ukrainien. Oui, exactement, je crois que c'était. La phrase exacte, c'était avec nos armes et avec l'argent américain, ils se battront jusqu'au dernier Ukrainien. Sauf que Lindsey Graham, faut pas oublier qu'en 2016, il se rend dans le Donbass, qui parle à des militaires ukrainiens, qui dit la guerre que vous menez, c'est notre guerre aux États-Unis. Et nous allons retourner à Washington avec, il avait John McCain avec lui. Mm. Nous allons retourner à Washington pour faire pression sur le gouvernement, en gros, pour amplifier l'aide. Et ce qui était d'ores et déjà un conflit par proxy dans le Donbass, c'est-à-dire que les forces euh, dites pro-russes, russophones à l'époque, Mm. était évidemment soutenu de façon semi-clandestine, on va dire, par la Russie, mais derrière, la CIA était en pointe dans l'appui, notamment du bataillon Azov et d'autres groupuscules nationalistes, pour ne pas dire néo-nazis. Certains affichent ouvertement des sympathies néo-nazis pour cette idéologie-là. Donc, la CIA, de son côté, aidait directement ces groupuscules, les encadrait, les entraînait, les armait. Donc on avait un choc par proxy qui faisait écho à l'époque à un choc par proxy qui avait lieu également en Syrie, Mm. sur le théâtre syrien, c'est-à-dire que les États-Unis avaient parmi leurs ambitions stratégiques en Syrie le fait d'expulser de leur base de Tartous les Russes, la base navale de Tartous qui donnait aux Russes l'accès à la Méditerranée. Et c'était pour cela qu'ils s'étaient d'abord concentrés sur Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, en soutenant ceux qu'on appelait improprement, à mon avis, les rebelles modérés. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait ce qu'on appelait l'armée de la conquête dans le nord-ouest de la Syrie, qui était composée du fameux Front al-Nosra, Mm. donc à l'époque la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie, et de Harar el-Sham, avec une constellation d'autres milices, qui s'étaient emparées grâce au soutien des missiles TOW, les fameux missiles anti-chars américains, qui s'étaient emparés de la province d'Idlib, qui était un verrou avant d'essayer d'attaquer toute la côte ouest, et notamment la province de Latakia et la base navale de Tartous. Donc on est vraiment dans un échiquier qui a concerné parallèlement l'Ukraine et la Syrie, dans lequel, en particulier, la CIA ont combattu l'influence russe, que ce soit en Ukraine à travers le soutien par les services américains et par le département d'État du Maïdan, mais également en Syrie. Ils ont soutenu des forces qui n'étaient pas absolument pas démocrates, en fait. On pourra peut-être y revenir, mais le Maïdan en pointe, ce que j'ai appelé la minorité radicale du Maïdan, sont vraiment eux qui ont conduit à la chute de Yanukovych, et tardivement parce que ça a été en décembre 2024, mais ce sont des forces djihadistes qui se sont emparées de Damas et Justement, petit, certaines parties de la Syrie. petit mot sur la Syrie, petite, pas de côté, on va dire, sur la situation et la prise de pouvoir par Jolani, donc celui qui contrôlait cette province d'Idlib et qui avait réussi, on dira, à fédérer tous ces groupes. Est-ce que vous pensez que, quelque part, vous qui aviez mis en évidence cette opération de la CIA qui s'appelait Timber Sycamore, qui est longtemps restée clandestine et vous aviez donc consacré votre livre en 2019 là-dessus. Est-ce que vous pensez que l'arrivée au pouvoir de Jolani est l'aboutissement de cet exercice qui a été décidé de cette action qui a été décidée par les Occidentaux et en particulier par Barack Obama, justement de changer les choses en Syrie de façon à s'attaquer à la Russie ou en tout cas protéger Israël? Il y a plusieurs objectifs. Effectivement, il y a plusieurs objectifs. Alors, je vais faire une petite nuance. Obama, quand on observe le processus décisionnel qui a conduit à l'amplification constante de l'opération Timber Sycamore jusqu'à ce qu'elle soit stoppée par Trump officieusement en début 2017 et officiellement courant juin-juillet 2017, Obama a souvent été réticent en fait. Obama freinait son administration et ses services spéciaux à la fois en Ukraine, dans le cadre de la guerre du Donbass notamment, et à la fois en Syrie. Donc Obama, c'est vraiment un président qui essayait de freiner, mais c'est extrêmement difficile pour un président des États-Unis de contrôler son gouvernement. On a même parfois, en Syrie, on a pu observer des factions soutenues par le Pentagone, plutôt Mm. kurdes, qui combattaient des factions plutôt de tendance islamiste soutenues par Ouais. la CIA. Donc c'est dire comme c'est compliqué de coordonner les politiques
Mm. la politique étrangère des États-Unis. Donc, Mm. cela étant dit, effectivement, pour moi, l'arrivée au pouvoir de Al-Jolani, alors de son vrai nom Ahmed Al-Shara, c'est vraiment le succès tardif de cette opération, puisque l'opération a été stoppée en 2017. On va dire que les rebelles au sens large anti-Assad, mi-2018, hein, si ma mémoire est bonne, étaient regroupés dans l'enclave d'Idlib, là où ils sont restés un certain nombre d'années, où ils ont été renforcés, notamment avec l'appui des services turcs et autres. Mais il faut pas oublier que la Syrie, en fait, était ravagée par cette guerre et que sous l'administration Trump, les États-Unis ont imposé des sanctions encore plus sévères contre la Syrie. On se rappellera de la loi César notamment, qui a évolué aussi en législation qui plaçait les pays qui essaient de commercer avec la Syrie sous sanctions secondaires, c'est-à-dire que les entités privées comme publiques qui visaient notamment qui essayaient de reconstruire la Syrie étaient sous le coup de potentiel de sanctions extrêmement sévères de la part des États-Unis. Donc on a empêché la reconstruction de la Syrie. Comme l'avait dit James Jeffrey, qui était le coordinateur de Trump pour les politiques au Moyen-Orient, au sein du département d'État. En gros, le but, c'était d'empêcher Poutine et Assad la victoire, en fait, Mm. au sens. Alors, il y avait une victoire temporaire au sens militaire, mais Mm. ils ne voulaient pas qu'ils gagnent la paix et qu'ils puissent reconstruire la Syrie. Donc, l'état de délabrement total de l'économie syrienne a fait en sorte qu'au final, à mon avis, Ouais. les combattants loyalistes Ne ont n'ont pas combattu. déposé les armes très rapidement et n'ont pas voulu combattre et se relancer Mm. dans un processus de guerre désastreuse comme à l'époque de Timber Sycamore. Merci, merci, C'est un succès tardif, à mon avis. merci Maxime pour cet éclaircissement. On va revenir sur l'Ukraine. Jacques Beau, dans son dernier ouvrage qui s'appelle L'Ukraine, guerre secrète en Ukraine, publie un rapport de la CIA qui date de 1957, qui montre vraiment finement le noyautage de l'Ukraine avec des études de population, de savoir lesquels sont les plus réceptifs. Je parle de 57, hein, on est donc quelques années après, on va dire, la fin, l'arrestation des derniers chefs nationalistes qui ont combattu entre 45 et 54, donc graciés par Khrouchtchev, mais qui, en gros, le mouvement nationaliste ukrainien est sur une pente descendante, mais déjà la CIA s'intéresse à, on va dire, noyauter l'Ukraine. Est-ce que vous pensez qu'il existait dès cette époque un plan concerté occidental pour faire reculer les frontières de l'OTAN et ainsi arriver à bout, et que l'objectif c'était de mettre à genoux la Russie en fait? Après, la notion d'Occident, elle est un peu complexe puisque, pour donner un exemple concret, je parle du Maïdan notamment dans mon livre, j'en parle extensivement. Alors moi, je suis pas allé aussi loin que Jacques Beau dans l'histoire, mais il est vrai que la CIA a joué la carte des nationalistes anti-russes pendant toute la guerre froide et les programmes remontent à très très loin. Euh, mais ce que je disais, c'est que faut pas oublier que le 21 février 2014, la Pologne, la France, l'Allemagne et la Russie patronnent, chapeautent un accord de sortie de crise entre le président Yanukovych et l'opposition du Maïdan. Et que cet accord prévoit notamment un retrait de la police de Kiev et prévoit également une sortie de crise, mais par les urnes, c'est-à-dire des élections anticipées. Les nationalistes à l'époque du Maïdan s'y opposent publiquement et farouchement, menaçant d'assassiner Yanukovych, qui était en position de faiblesse parce que la police s'était retirée de la capitale, avec l'aide d'ailleurs d'éléments du Maïdan, comme je l'explique dans mon livre, ils ont exfiltré la police et Yanukovych a été contraint de fuir. Donc on a vraiment assisté à ce qui est un coup d'État, mais les États-Unis n'ont pas participé à cet accord du 21 février 2014, alors que Yanukovych a dû fuir le lendemain. Et il a été menacé d'être assassiné, renversé par la force dès le jour même de cet accord, y compris par des membres des groupuscules d'extrême droite du Maïdan, qui étaient intimement liés au parti Notre Patrie, qui s'est arrogé le pouvoir grâce au Ok. Maïdan. Hmm. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la position européenne, elle était plutôt pro-Klitschko, Vitaly Klitschko à l'époque, qui était le poulain de Merkel, on peut dire, hein,
qui s'affichait auprès de lui, qui avait depuis un certain temps qui l'avait financé, qui l'avait aidé. Et Merkel aurait eu comme préférence Klitschko en Ukraine, du moins en tant que dirigeant, Premier ministre ou président éventuellement. Alors que les États-Unis, eux, ils voulaient tabler sur le parti Notre Patrie, qui est le parti de Yulia Tymoshenko. Là, on se souvient, peut-être les auditeurs se souviennent de cette dame aux nattes blondes qui avait été enfermée d'ailleurs sous Yanukovych, sous le président Yanukovych élu en 2010. Euh, on a donc des divergences d'intérêts entre occidentaux, c'est-à-dire que les Américains n'avaient pas tablé sur le même pouvoir. Bon, en fait, moi, je pense que on parlait de la Syrie tout à l'heure. La CIA a toujours des plans, des planifications pour renverser tel ou tel dirigeant. D'ailleurs, c'est quasiment la raison d'être de la CIA, c'est-à-dire que on a le département d'État qui se charge de la diplomatie. Initialement, je veux dire, hein, c'est plus complexe maintenant, mais traditionnellement, le département d'État se charge de la diplomatie, le Pentagone de la guerre au sens militaire visible officiel du terme, et on a la CIA qui, entre les deux, en fait, a été créée dans l'objectif explicite de mener des opérations complètement illégales à travers le monde, y compris des coups d'État. Et dans le cadre de la Syrie, le premier gouvernement qui a été renversé par la CIA, c'était en 1949. Alors, il n'y a pas eu d'effusion de sang, ça n'a pas été l'opération Timber Sycamore plus récente, mais je veux dire, la Syrie a été l'un des laboratoires des changements de régime de la CIA. Et donc, évidemment, pendant toute la guerre froide, les réseaux nationalistes ukrainiens, ceux qu'on appelle aujourd'hui les bandéristes notamment, ont été un outil effectivement des services américains et surtout de la CIA de contre-influence par rapport à l'URSS en Ukraine. Et donc de déstabilisation systémique. Et malheureusement, l'extension de l'OTAN, donc vous en faisiez référence il y a quelques minutes, on a eu l'illusion, à mon sens, à Washington, d'être l'hyperpuissance au lendemain de la guerre froide. Donc il y a eu des assurances verbales qui avaient été données à Gorbatchev et à d'autres sur la non-extension de l'OTAN, et tout de suite, enfin très vite, Bill Clinton en a décidé autrement. Il y a eu des vagues successives d'extension de l'OTAN. Et je cite une vidéo que j'ai transcrite de 1997, où on a Joe Biden, à l'époque sénateur, qui fait une allocution devant le Council on Foreign Relations, où en gros, alors je vais pas le citer textuellement parce que je me souviens pas ce qu'il a dit exactement, mais il dit, donc je suis allé en Russie, j'ai parlé avec différents dirigeants russes qui m'expliquaient que il était hors de question que l'OTAN intègre l'Ukraine et que si les États-Unis poursuivaient dans cette voie, la Russie serait obligée de se tourner vers la Chine. Alors là, le public éclate de rire parce que ça paraissait invraisemblable à l'époque, du moins à Washington. Et Joe Biden lui dit, je leur ai répondu, si ça marche pas, essayez avec l'Iran. Et en fait, on voit une espèce de trio aujourd'hui. Alors bon, il y a la Corée du Nord aussi qui entre en jeu et d'autres Mhm. États, mais une espèce de trio Iran, Chine, Russie Mhm. qui met en échec l'OTAN, qui est en guerre par procuration contre la Russie par Ukrainiens interposés. Et Mhm. donc, Joe Biden, dans toute son arrogance de l'époque, balayait d'un revers de main les préoccupations russes en disant qu'en fait, la Russie n'avait aucun choix, en gros, de se soumettre à l'Occident et de se tourner vers l'Occident. Mhm. Et en fait, le problème, c'est que cette arrogance, cette mentalité de toute puissance, qui, à mon avis, délirante et dangereuse, eh bien, il y a énormément de dirigeants aux États-Unis qui la partagent. Bien sûr. Ils ont l'impression d'être une espèce d'hyperpuissance militaire omnipuissante. Et on voit qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas imposer leur volonté à la Russie sur la question ukrainienne, ce qui est problématique parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, venons-en à Donald Trump, vous avez évoqué tout à l'heure son premier mandat avec à la fois une politique de soutien avec la livraison des Javelin. Il l'a d'ailleurs rappelé il n'y a pas longtemps, il me semble, devant Volodymyr Zelensky, que c'était lui qui avait commencé à l'aide avec ses bazookas, enfin en tout cas ses armes personnelles anti-chars. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que en 2017, Donald Trump met fin au programme Timber Sycamore. Est-ce que, selon vous, l'arrivée de Trump au pouvoir va changer la donne en Ukraine? Alors, on s'est imaginé pendant quelques mois, depuis, avec l'ouverture des négociations, le fait que Donald Trump explique qu'il faut souhaiter la paix, que les Européens finalement disent aussi adhérer au plan de paix, alors qu'il y a 6 mois, ne cesse que prononcer le mot de paix, c'était être pro-russe. Euh,
est-ce que vous pensez que les opérations de la CIA telles qu'elles sont décrites par le New York Times dans les divers papiers qui sont sortis l'année dernière ont été stoppées? Est-ce que vous pensez que Donald Trump se désengage quand il dit qu'on dit que alors que en fait, quand on lit aussi les papiers du New York Times, on remarque que les États-Unis sont encore extrêmement présents militairement au niveau du renseignement aux côtés de l'Ukraine et que l'Europe surtout n'a pas les moyens de prendre la place. Alors, il est extrêmement difficile de freiner la CIA. Et la CIA, sous Joe Biden, avait carte blanche totale et des financements potentiellement illimités sur sa politique de guerre par procuration en Ukraine. C'est extrêmement difficile de limiter les opérations de la CIA, parce que je vais rappeler un précédent historique qui est méconnu, mais c'est celui du Safari Club. À la suite du Watergate, la CIA voit ses ailes totalement clouées par le Congrès. En fait, elle ne pouvait plus mener d'opérations de changement de régime ou d'opérations provocatrices à l'étranger. On voulait recentrer la CIA sur la collecte du renseignement. Et a été créé à l'initiative du comte Alexandre de Marange, qui à l'époque était le chef du SDEC, hein, l'ancêtre de la DGSE française, a été créé le Safari Club. Le Safari Club était un réseau très restreint de chefs, de maîtres espions, de chefs de services de renseignement. Alors, il y avait les services secrets saoudiens, marocains, israéliens, etc., qui se réunissaient hors canaux, sans leurs conseillers, et qui déléguaient les politiques que la CIA ne pouvait plus mener à ce club-là, c'est-à-dire à des services étrangers. Et en fait, le risque aujourd'hui, c'est que si la CIA, elle est, comment dirais-je, bridée par Donald Trump, euh, les opérations les plus dangereuses et les plus provocatrices soient déléguées à des services étrangers. On peut penser au MI6. Oui, Quand on entend un certain nombre de sources, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que dans la frappe récente de la composante aérienne de la triade nucléaire russe, il y a beaucoup de sources qui estiment qu'il y a le MI6. Moi, pour le moment, ça reste une hypothèse. Je n'ai pas d'éléments, il n'y a pas eu de fuite dans la presse ou autre. Et il faut savoir qu'en plus, les services secrets britanniques sont extrêmement discrets. Mais ce que je veux dire par là, c'est que récemment, il y a le colonel McGregor et d'autres fins connaisseurs de la politique étrangère états-unienne qui se demandaient si Trump, en fait, est vraiment in charge. Est-ce qu'il a réellement de l'influence sur ses services? Je vais vous donner un exemple très concret, brièvement. James Jeffrey, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était le coordinateur de Trump sur la politique au Moyen-Orient, au sein du département d'État, a révélé, après le premier mandat de Donald Trump, qu'ils avaient fait croire à Trump qu'ils avaient évacué des centaines, et voire même plus, des centaines de soldats états-uniens de Syrie. Ils truquaient les chiffres du nombre, parce qu'on se rappelait que Trump voulait retirer les oui. troupes américaines de Syrie, Mhm. en tout cas dans les zones frontalières avec la Turquie. Et l'administration, voilà, ce que d'aucuns appellent le deep state, hein, Mhm. c'est une expression très populaire, mais bon, chacun y met un peu sa définition. Mais on va dire que l'administration avait fait croire à Trump qu'ils avaient évacué un certain nombre de soldats pour le satisfaire. Donc, Mhm. est-ce que Trump a accès à tous les programmes de la CIA? Enfin, c'est très très compliqué de restreindre les services Mhm. secrets. Et pour moi, c'est le réel danger, en fait. C'est-à-dire que je salue, malgré tous ses défauts, à Donald Trump, on peut saluer sa volonté de paix en Ukraine. Il y a eu une vraie impulsion, mais là, je pense qu'on n'est absolument plus dans le cadre d'une paix possible dans les mois qui arrivent, en tout cas, malheureusement. On est vraiment dans une phase d'escalade, de contre-escalade qui est très Mhm. dangereuse. Et Trump lui-même estime, et d'ailleurs Peter Hegseth, son Mhm. secrétaire à défense, a déclaré hier, il me semble, qu'ils allaient réduire le soutien en faveur de l'Ukraine. Mais je ne pense pas qu'il y ait une réelle influence de Trump aujourd'hui sur l'Ukraine autant que sur la Russie. Et je doute de sa réelle influence sur ses propres services parce que imaginez-vous, le Pentagone et la CIA, Mhm. euh, pendant, depuis 2022, sous Biden, qui avait carte blanche, et carte blanche, ça veut dire des budgets gigantesques, ça veut dire des profits énormes, énormissimes pour le Mhm. complexe militaire industriel.
Et imaginez-vous que du jour au lendemain, un nouveau président arrive et qui veuille complètement renverser la table. Et je pense, enfin, les États-Unis, c'est un immense paquebot et je pense pas qu'on puisse changer de cap aussi rapidement. Alors, dernière question, puisque le temps file, la guerre de l'ombre, comme le dit le titre de votre livre, bat son plein en Ukraine. On peut dire que même si la CIA peut être bridée ou sera peut-être bridée par Trump, en tout cas, elle a laissé des rejetons particulièrement efficaces. Je pense à Kirilo Budanov, par exemple, des gens, les gens du GUR, donc du renseignement militaire, qui eux sont vraiment très très actifs. Alors, on a vu le SBU qu'on a évoqué tout à l'heure aussi, actif dans les attaques sur les bases de bombardiers stratégiques russes, le plasticage du pont à Briansk, ou également la quatrième tentative pour détruire le pont de Kerch, le fameux pont de Crimée. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine va avoir de plus en plus recours à ce type d'opération dont certains s'apparentent à du terrorisme? L'histoire du pont avec le train civil en dessous, c'est ce que pratiquaient les Tchétchènes il y a 20 ans. D'ailleurs, c'est un très mauvais souvenir pour l'opinion publique russe. Ça va certainement pas la détacher de Vladimir Poutine, ce genre d'action. Également, vous citiez David Ignatius tout à l'heure, qui lui estime qu'il pourrait y avoir des attaques sur des navires militaires russes à partir de porte-containers, suivant le même principe des drones FPV ou autres, peut-être plus sophistiqués, qui s'envoleraient et iraient attaquer ces bateaux. Est-ce que cette guerre clandestine, elle va monter en puissance, d'autant que l'Ukraine n'a pas de victoire et au contraire, sur le terrain, est en train de montrer vraiment des forts signes de fatigue? Le problème, c'est que cette guerre clandestine, elle monte en puissance depuis, on va dire, l'hiver 2020, 2013-2014 et le mouvement Maïdan. C'est-à-dire que les États-Unis ont soutenu à la fois ostensiblement et ouvertement les éléments nationalistes du Maïdan pour renverser Yanukovych. Et il ne faut pas oublier que le 12 avril 2014 se rend clandestinement à Kiev le directeur de la CIA, John Brennan. Ça a été confirmé par l'un des organisateurs de la réunion, dans lequel il donne le feu vert à ce qu'on appelait à l'époque l'opération antiterroriste, c'est-à-dire la tentative par les autorités de Kiev post-Maïdan et leurs factions nationalistes notamment, de maintenir le Donbass sous leur contrôle à la suite de l'annexion de la Crimée par les Russes. Donc, cette guerre, elle est montée en intensité constamment, y compris dans le contexte des accords de Minsk. Et à l'époque, comme j'explique dans mon livre, Biden lui-même avait protesté auprès de Poroshenko en 2015 et en 2016, puisque vous parliez de Kirilo Budanov, donc le responsable du GUR. À l'époque, il n'était pas chef du GUR, il l'a été à partir de 2020, mais Kirilo Budanov menait des opérations extrêmement audacieuses, notamment en Crimée, contre l'armée russe, qui avait conduit, je crois, en 2016, à la mort du fils d'un général russe et à la fureur de Poutine. Et à ce moment-là, le vice-président Biden, qui était en charge du dossier ukrainien, Obama lui avait délégué ce dossier, appelle Poroshenko et lui dit, si vous continuez dans cette voie, comment voulez je défendre notre cause à Washington auprès d'Obama? Donc, éviter les opérations trop provocatrices. Je rappelle qu'on était encore une fois dans le contexte du conflit au Donbass qui était gelé, plus ou moins gelé, Mm. Mm. grâce aux accords de Minsk. Donc, en fait, comme je l'ai expliqué, mais je le redis, c'est très important de le savoir, ces opérations, cette guerre de l'ombre, elle est montée en puissance à partir du Maïdan, et incluant le Maïdan, jusqu'à aujourd'hui, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'en a plus la maîtrise réelle, parce qu'effectivement, les Ukrainiens ont acquis des capacités d'assassinat ciblé dans la profondeur, justement d'attaques non conventionnelles contre des trains, la maîtrise des drones, etc., qui ont fait qu'ils ont une autonomie, mine de rien, comment dire, dans la planification et la conduite de ces opérations. Et donc, en gros, on a créé une espèce de monstre Frankenstein. Là, le Washington Post, c'était à l'automne 2023, comparait les services ukrainiens au Mossad, Mm. notamment en termes de capacité d'assassinat à l'étranger. Qui nous dit que si les Européens lâchent l'Ukraine, enfin en tout cas disent à l'Ukraine, on stoppe la guerre, nous on stoppe notre soutien, il faut se mettre à la table qui nous dit que les services ukrainiens vont pas mener des assassinats dans les pays européens en rétorsion.
ou des actes plus graves, à plus grande échelle. Là, on a vraiment, à mon avis, perdu le contrôle du monstre Frankenstein et il va falloir vraiment, je pense, hein, au lieu de faire pression sur, au lieu de, pardon, de pousser vers la guerre, l'escalade systématique, il va falloir essayer de faire pression peut-être sur les Ukrainiens pour Mmh, qu'ils évitent de lancer des opérations telles que celle qui a été lancée il y a peu, début juin, la veille de négociations. mmh, Je veux dire, là, si on veut torpiller des pourparlers de paix, on peut pas s'y prendre mmh, mieux. Et de toute façon, la paix, l'Ukraine étant en désavantage sur le terrain, la paix elle sera nécessairement imparfaite, mais elle est peut-être préférable au fait que les Russes continuent d'avancer à la fois sur le front nord et sur le front sud, parce que vos équipes, Régis le constate actuellement sur le terrain. Hein. J'ai regardé hier Charles Danjou qui expliquait la situation. S'il y a une volonté de combattre qui est évidente du côté ukrainien et qui est tout à fait respectable, mine de rien, les Russes n'ont ni pénurie de combattants, ni pénurie de matériel, et ni, enfin, ils restent déterminés à combattre. Et juste pour conclure mon propos, pourquoi est-ce que je dis que enfin, cette guerre de l'ombre, elle s'est vraiment intensifiée dans le cadre Maïdan post-Maïdan jusqu'à présent, sous les différentes administrations, sous Obama, sous la première présidence de Trump, et ensuite sous Biden, évidemment, pour les raisons qu'on connaît. Mais pourquoi est-ce qu'elles se sont intensifiées? Parce que ce qui est expliqué par un certain nombre de sources états-uniennes qui n'ont jamais été remis en cause, notamment dans le Washington Post ou dans le New York Times, c'est que les États-Unis ont développé une dépendance totale. Le terme qui est utilisé, c'est qu'ils étaient accros aux renseignements humains et surtout techniques que leur permettaient d'acquérir les Ukrainiens. D'où le fait qu'il y ait 12 bases de la CIA qui ont été déployées à la frontière russe. Et faut savoir que pour cimenter le partenariat entre le GUR, donc les services de renseignement militaire ukrainiens, et la CIA, le général Kondratyuk, qui à l'époque dirigeait le GUR, avait ramené des renseignements très détaillés sur les sous-marins nucléaires de la dissuasion nucléaire russe de dernière génération. Donc on est vraiment sur du renseignement stratégique de la plus haute importance pour la CIA et la NSA. Et d'ailleurs, il y avait tellement de renseignements qui étaient donnés à Kiev par les services ukrainiens que les États-Unis, enfin la NSA, la CIA, repartaient avec des piles de documents et allaient analyser ça dans leurs sièges respectifs. Donc en fait, en échange de renseignements, les États-Unis, les services américains notamment, également britanniques, mais surtout américains, ont donné des capacités aux services secrets ukrainiens de devenir extrêmement dangereux. Et là, on est vraiment. Le directeur du SBU bon, récemment a assumé le fait qu'ils allaient mener d'autres opérations extrêmement audacieuses. Le mmh, Washington Post, comme on l'a cité, parle de c'est le début de mmh. la sale guerre, alors que la sale guerre a commencé enfin, il y a plus de Oui, 10 oui. ans. Même s'il y avait des origines avant, on se rappelle de la Révolution orange de 2004, enfin, des tentatives de déstabilisation de l'Ukraine pour l'intégrer au giron occidental. Mais Mmh, du coup, là, je pense qu'il faut vraiment que on reprenne la main sur l'Ukraine parce que la direction ukrainienne est, à mon avis, totalement en roue libre et on est face à une puissance nucléaire stratégique. Donc, on mmh, ne sait pas comment ça peut se terminer. Pour le moment, moi, je suis vraiment préoccupé. Mais c'est pourquoi, et ce sera mon dernier mot, j'ai décidé d'écrire ce livre pour faire comprendre les raisons cachées, comme je l'ai dit, de la guerre OTAN-Russie, parce que c'est devenu un conflit OTAN-Russie aujourd'hui par procuration. Parce que si on ne comprend pas les raisons cachées, les raisons réelles de ce conflit, eh bien, on va vers la guerre permanente et on ne peut pas gagner contre les Russes en l'absence de ce que Pierre Lelouch, l'ancien député et ministre, estimait qu'une guerre contre la Russie pourrait engendrer 2 milliards de morts. Une guerre directe, je veux dire, entre l'OTAN et la Russie. mmh. Donc, on ne peut pas gagner contre une puissance nucléaire stratégique. Il va falloir faire des compromis avec elle. C'est pas être dans l'apaisement, c'est être dans le réel. Le réel, c'est que l'Ukraine est en souffrance aujourd'hui, elle est en difficulté sur le terrain. Et au lieu de la pousser à la guerre comme font les Européens, je pense qu'on aurait meilleur jeu de nous coordonner davantage avec Donald Trump et de pousser l'Ukraine à faire la paix avec la Russie. La paix fût-elle imparfaite, mais c'est malheureusement la guerre se décide sur le terrain et pas dans les fantasmes des planificateurs ou des politiciens qui veulent la continuer. Très bien. Mais merci Maxime Schex. Merci beaucoup. Je rappelle donc votre livre, La guerre de l'ombre en Ukraine, les raisons cachées du conflit
Autant Russie, c'est aux éditions Éric Bonnier. Voilà, il fallait que je le cite. Donc excellent livre, très recommandé pour ceux qui s'intéressent, et je sais qu'il y en a beaucoup, à nous suivre, aux raisons, au conflit en Ukraine, mais comme je l'ai dit, plus particulièrement aux raisons de ce conflit. Vous aurez bientôt d'autres reportages, documentaires sur le conflit, parce qu'on va continuer à le suivre sur Omerta et à le couvrir sur le terrain. Merci donc Maxime pour cet entretien. Merci à vous et j'espère que cet entretien vous a plu et que vous reviendrez la prochaine fois encore plus nombreux. Et d'ici là, bien, je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.